Un, deux. Et oui, ça marche ou pas? On vous salue, on vous remercie d'être là, dans un très beau silence, très impressionnant. Il y a des gens debout. Non, on n'entend pas. Bah, oui, alors je vais vous donner mon micro, Pascal Quignard. Merci surtout à vous d'être là. On sait que vous êtes rare dans ce genre d'occasion et donc vraiment un grand merci de la part de Nancy, de Transfuge, de tout le monde. Euh, Comme on dit, dois-je vous présenter? Je ne pense pas, mais je vais quand même le faire, bien sûr. Vous êtes là pour parler de Mourir de penser, qui est donc le 9e tome du Dernier Royaume, qui est, vous nous l'expliquerez, cette grande aventure de pensée et de littérature que vous menez depuis plus de 10 ans, de nombreux livres. On se souvient notamment des Désarçonnés, qui était le dernier, très très beau livre sur la dépression. Bon, on vous connaît aussi depuis plus longtemps pour l'essai extraordinaire qui était Le sexe et l'effroi. Vous avez reçu le Goncourt en 2002 pour Les ombres errantes. Il y a aussi Vie secrète, qui, lorsqu'on lit une fois normalement, ne s'oublie pas. Donc voilà, vous êtes Pascal Quignard et on est ravis de vous accueillir ici. Je sais que vous m'avez dit que vous aviez envie, pour commencer, de lire un passage de Mourir de penser. Donc je vais tout de suite vous laisser la parole. Parfait. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pas toujours pas. Ah, si, voilà. Voilà. On est sauvé. Non, je remercie Oriane de ce qu'elle vient de dire. Je suis assez ému d'être à Nancy parce que c'est la ville qui a donné naissance à ma mère et où beaucoup des miens ont vécu, et d'ailleurs où mon petit frère vit toujours. C'est un lieu très impressionnant, je trouve, là où on est. Et Oriane a raison, je me suis dit qu'il valait mieux, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je lise quelques petites histoires de Mourir de penser, afin que vous voyez de quoi il s'agit. Et puis, au bout d'un petit quart d'heure, je répondrai bien sûr à vos questions et à toutes les questions d'Oriane. Je vais vous lire 4 petites histoires de Mourir de penser. Oistrakh et Stern étaient amis. C'étaient de véritables amis. Cette amitié dura 20 ans sans qu'elle se démentît jamais. Seule la mort, qui n'accomplit rien, y mit un terme. La dernière fois qu'ils se virent, ce fut à Londres, en 1974. Oistrakh n'avait que 66 ans alors, mais il sembla à Stern qu'il avait l'air complètement épuisé. Il avait pris beaucoup de poids. Il allait mourir 3 mois plus tard. Isaac Stern prit la main de son ami et lui dit « Tu es fatigué, David. »« Oui. »« Quitte ton pays, viens te reposer. »« Je ne peux pas, Isaac. Il ne laisse pas ma femme et mes enfants voyager avec moi. »« Alors, travaille moins. »« Je ne peux pas. Si j'arrête de jouer, je pense. Si je me mettais à penser, je mourrais. » Ulysse, en haillons, est reconnu par son vieux chien Argos. Homère a écrit, il y a 2800 ans, dans l'Odyssée, au chant 17, au vers 301, « Enoessé, Odyssea, engus eonta ». Mot à mot, il pensa, Enoessén, Ulysse, Odyssea, dans celui qui s'avançait devant lui. La scène est bouleversante parce qu'aucun homme et aucune femme sur l'île d'Ithaque n'a encore reconnu Ulysse déguisé en mendiant. C'est son vieux chien, Argos, qui reconnaît cet homme tout à coup. Le premier être surpris à penser dans l'histoire européenne est un chien. C'est un chien qui pense un homme. Je reprends la scène. Le chien est étendu sur le fumier. Au son d'une voix qui s'élève près de la porte, il lève la tête. Il voit un mendiant en train de parler avec le porcher. Mais le déguisement ne trompe pas longtemps le chien. Il pense Ulysse dans le mendiant. Or, au même instant, c'est Ulysse lui-même qui ressent qu'on le reconnaît dans l'espace, que quelqu'un pense à lui dans le milieu. Ulysse regarde autour de lui, il aperçoit enfin, pas très loin du portail, gisant sur le tas d'ordures et de paille souillée, son très vieux chien de chasse, Argos,
avec qui il courait les sangliers, les cerfs, les lièvres, les bouquetins 20 ans plus tôt, quand il était le roi de l'île. Ulysse ne veut surtout pas être revenu. Il essuie en hâte une larme qui coule sur sa joue, qu'il a préalablement salie avec un bout de bois charbonneux, en sorte de ne pas être identifiable. Argos, quant à lui, lève les yeux, tend son museau dans l'air, pense Ulysse dans le mendiant, remue la queue, couche ses deux oreilles, meurt. Il pense et il meurt. Ainsi, le premier être qui pense dans Homère se trouve être un chien parce que le verbe noein, qui est le verbe grec qu'on traduit par penser, voulait d'abord dire flairer. Penser, c'est renifler la chose neuve qui surgit dans l'air qui entoure, c'est intuitionner au-delà des haillons, au-delà du visage barbouillé de noir, au sein de l'apparence fausse, au fond de l'environnement qui ne cesse de se modifier, la proie, une vitesse, le temps lui-même, un bondissement, une mort possible. Nous sommes provenus d'une espèce où la prédation dominait sur toute contemplation. La proie s'engloutissait dans le dévorateur. La proie n'était pas contemplable sans une agression presque immédiate, sans la destruction consécutive à la vision et sans sa dévoration exhaustive dans les restes de la charogne désarticulée par chaque prédateur rassasié. N'était contemplable, une fois leur faim assouvie, que le déchet du manger, bois, eau, dents, crocs, défense, fourrure, peau, carapace, plume, excréments, fumier. C'est le premier lexique. Tous ces reliefs dans le champ visuel, vestiges du vivant, traces de la motricité des fauves, mnémotechnie de leur mort, sont autant de lettres qui formaient le sol contemplable. Parménide a écrit que les signes sont d'abord les excréments des bêtes poursuivies, puis les traces qui indiquent leur chemin, enfin les astres qui repèrent leur parcours. Les signes du passage des bêtes deviennent les signes de reconnaissance qui guident les chasseurs vers leur proie, jusqu'à ce qu'ils se renversent soudain et deviennent les signes de piste qui permettent de retourner du lieu de la curée jusqu'au foyer, jusqu'à son feu, jusqu'à la coction des proies mortes et découpées, jusqu'à la possibilité du récit non seulement de chasse, mais aussi de survie auprès des siens, assis en rond autour des flammes qui cuisent les proies mortes. Le mouvement de revenir en arrière se dit en grec métaphora. Le mouvement de rebrousser le chemin se dit en chinois Tao. Les anciens Grecs de Turquie, comme les anciens Chinois du taoïsme, pensaient le penser comme un aller avec retour, noein, neomai. Ils pensent le penser comme un aller qui n'oublie pas le chemin par lequel il va, un aller qui va tout en revenant déjà, tel est le chemin, la ruelle, la voie qui fait le fond de la pensée. Chuang-Tzu écrit « tel est le Tao ». Héraclite écrit plus savamment, à même époque, c'est une énantiodromie, une course qui revient sur ses pas. C'est pourquoi les premiers penseurs de la Grèce, bien avant que la philosophie se constitue, désirèrent fonder le mot noos, penser, dans le mot nostos, retour. Penser, c'était errer n'importe où, en se souvenant pourtant de pouvoir revenir vivant chez les siens à la sortie de l'épreuve de la mort. Il y a un regret, un regressus, une régression, jusque dans la hardiesse de penser. Il y a un chemin qui ne s'oublie pas dans ceux qui pensent. Il y a un perdu qui sème sans finir dans le mouvement nostalgique de penser. C'est ainsi que le vers 326 du 18e chant de l'Odyssée d'Homère décrit l'étrange thanatos, la volupté, la déflation, la dépression, la mort, du chien de chasse dans l'instant qui suit immédiatement sa noétie, son flair, sa pensée. Les ombres de la mort couvrirent les yeux d'Argos juste après qu'ils eurent perçu Ulysse qu'ils attendaient de voir depuis 20 ans. Je vais dire encore deux petites
Et après, on pourra parler. Je lis encore deux petites histoires qui vous fassent. Vous savez, je ne pense pas par concept, je ne suis pas philosophe, je pense par petites scènes qui permettent de sentir la sensorialité de la pensée que je veux montrer. Marcel Mauss, comme il était juif, perdit le droit dans la France occupée par les Allemands de diriger une institution française. Marcel Granet reprit le poste que la déchéance du grand ethnologue laissait libre. Il le fit par amitié pour Marcel Mauss et avec son assentiment. À la fin du mois de novembre 1940, Marcel Granet se rendit à Vichy. Il rentra à Paris, revint chez lui, poussa la porte de son bureau, s'assit à sa table, mourut. Qu'est-ce que Miro ou Carcopino ont pu dire à Marcel Granet? Son esprit s'est grippé, son âme s'est choquée. Les lois anti-juives avaient été promulguées. Pétain avait serré la main d'Hitler. Un savoir pire que ces lois d'infamie lui fut-il communiqué alors? Toujours est-il qu'il y eut un noéma, un contenu de pensée, que son cerveau ne put inclure. Le noème a dérouté la noèse. Il y a de l'ineffable à l'esprit, lui-même territoire occupé à partir de l'âge de 18 mois par la langue nationale, après avoir vécu englouti dans l'émotion maternelle vocale dans laquelle il logeait. Dernière petite scénette, très troublante d'ailleurs, puisqu'elle concerne quand même le plus grand théologien du Moyen-Âge, et qui veut dire que dans ce cas-là, la théologie, il n'y croyait plus une seconde. Thomas d'Aquin, lui aussi, est assis devant son écritoire. Le plus grand théologien du Moyen-Âge est assis dans le scriptorium du monastère, exactement comme le grand sinologue Marcel Granet dans son bureau en revenant de la gare, après être descendu du train qui venait de Vichy. Il a sa plume d'oie taillée à la main. Le bec de la plume de l'oiseau est plein d'encre. Soudain, la main lâche la plume. Il s'interrompt d'écrire. C'est le début du mois de décembre 1273. Devant lui, son assistant, qui s'appelle Reinaldus, lève les yeux quand tout à coup le docteur de l'église, énorme, gigantesque, jette tout le matériel d'écriture par terre. Reinaldus se met aussitôt debout. À vrai dire, il ne sait pas très bien quoi faire. Il est désemparé. Il l'interroge. Pourquoi son maître vient-il de jeter peau, plume, encre, grattoir par terre? Je ne peux plus, dit saint Thomas. La seule chose qu'il ait ajoutée plus tard, selon la vita rédigée par Guillaume de Tocco, c'est de la paille. Mais il faut traduire c'est comme de la paille, car Thomas d'Aquin a dit en latin sicut palea. C'est ainsi qu'au cours même de la crise dépressive, le plus grand théologien qu'ait connu l'Église a encore le courage d'une ultime métaphore. La culture conçue comme quelque chose qui ne vaut rien, comme un pauvre végétal desséché comme du foin. La bibliothèque qui l'entoure est considérée par lui comme une poignée de paille, puis il ne parle plus. Il laisse inachevé la somme théologique. Cette dépression qui va aboutir à la mort est une dépressurisation définitive de la noèse. Là, ce n'est plus un noème, un contenu de pensée qui bouche le cerveau. C'est la noèse, l'opération de pensée qui ne se fait plus, qui se vide dans l'espace. Thomas d'Aquin n'écrit plus, ne pense plus, ne parle plus, ne contemple plus, ne prie plus, meurt au début du mois de mars 1274. Ça jette un froid. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette très belle lecture. En effet, c'est assez terrible de nous laisser sur ce silence de Thomas d'Aquin. Il faut absolument que vous poursuiviez. Un peu plus tôt, vous parliez de pistes. Vous disiez ce sont des signes sur une piste. Est-ce qu'on peut dire que le dernier royaume, qui sont donc ces 9 livres jusqu'à aujourd'hui et que vous avez entamé depuis plus de 10 ans, c'est pour vous cela, c'est-à-dire une longue piste parmi vos maîtres, Thomas d'Aquin, La Bruyère, beaucoup d'autres, Ulysse qui revient aussi assez souvent, et parmi aussi le présent, et que c'est une piste que vous poursuivez, peut-être même sans en connaître la fin.
Oui, mais ne pas connaître de la fin fait que ce n'est pas une piste. C'est ça la difficulté. En fait, moi, je suis très, très heureux de pouvoir être là pour un ensemble de livres, 9 tomes, en effet, c'est pas rien, dont je ne connaîtrai pas la fin parce que j'ai eu besoin, lorsque je suis sorti d'une très grave opération à l'hôpital, de me lancer dans quelque chose, pas que je pourrais maîtriser, mais dans quelque chose, j'avais besoin de quelque chose dans quoi je puisse mourir, quelque chose qui soit plus vaste que moi. Vous savez, Freud disait qu'il aimait peu le sentiment océanique, euh, dans une réponse à un entretien avec Romain Roland. Mais moi, j'aime énormément le sentiment océanique et me trouver, comment dire, je sais que je ne terminerai pas ce livre, donc il n'y a pas de but à ce livre. Mais j'ai eu besoin de quelque chose de plus vaste que moi. Et je ne pensais pas que ça puisse rencontrer un peu d'écho, parce que je cherche là, c'est pour ça que ce tome, Mourir de pensée, était important pour moi, parce qu'il fonde un peu les précédents, il permet ceux qui vont suivre. Il y a une tradition, il y a plusieurs traditions, mais il y a une tradition magnifique de la pensée qui est la tradition philosophique. Mais malgré, malgré l'assistance de mon maître Emmanuel Lévinas à l'université de Nanterre, je me souviens, je n'ai pas, c'est une tradition qui ne me convient pas. Et qui a ses coutumes, qui a ses beautés, qui a permis. J'aime énormément lire les livres de philosophie. J'en préconçois souvent la fin parce qu'ils sont écrits c'est une forme de méditation qui n'est pas la mienne. Et j'ai donc, moi, j'avais une difficulté qui est, je ne sais pas très bien ce que je suis. Romancier, c'est les contes par exemple qui m'intéressent. J'ai besoin de petites histoires. Vous voyez bien comment j'essaie de sentir les choses. J'ai besoin de petites narrations, mais j'ai besoin de chercher. J'ai besoin quand même de chercher et d'attendre quelque chose du fonctionnement de l'esprit. Alors je me suis dit, puisque je n'avais plus rien à perdre, que j'allais m'offrir un genre littéraire que je m'inventerais, très particulier, plein de petites histoires en effet, et et que j'essaye de fonder un peu dans ce livre, d'en expliquer là. Il y a une tradition aussi littéraire, d'une pensée beaucoup plus sensorielle, qui n'est absolument pas, qui ne cherche absolument pas une fin, une téléologie, une récompense dans, dans, euh, et qui est une sorte, pas une piste, mais plutôt une sorte d'errance. Mais l'errance, à force de marcher, de marteler sur la mousse, sur les feuilles mortes, sur la boue, crée une sorte de chemin quand même. Cette image de Thomas d'Aquin qui ne pense plus et qui finalement va finir par mourir, et que vous racontez dans Mourir de pensée, fait écho à de nombreuses images précédentes que vous avez écrites dans Le Dernier Royaume, et notamment dans Les Désarçonnés. C'est cette image voilà, de celui qui est incapable de penser, qui est parfois en proie à la dépression, et qui meurt de penser en quelque sorte. Pourquoi vous faites revenir comme ça cette forme de cauchemar, j'imagine, pour un écrivain et un penseur? Quel serait le cauchemar? Dites-moi. Mais non, mais cette image comme ça du penseur qui est bloqué, qui meurt de penser, comme vous le racontez de Thomas d'Aquin. Pourquoi c'est quelque chose qui vous est si essentiel pour que vous le racontiez comme ça? Tout le monde ne pense pas, et Dieu merci d'ailleurs. Et les raisons qui font que l'on pense sont souvent qu'on a été bloqué par quelque chose. Quelque chose est arrivé, quelque chose n'est pas passé. Quelque chose. Le rêve, la première fonction de l'esprit, le rêve, on ne sait pas très bien quel est cet étrange sens que nous partageons avec les animaux aussi, qui est le rêve. On dit qu'en partie il nettoie de la veille,
qu'il recompose l'esprit, qu'il fait faire retour à ce qui a fait difficulté dans la veille, ou bien alors qui ramasse, rappelle le désir qu'il portait vers un être ou vers une situation. Enfin bref, on ne sait pas très bien, mais il y a une espèce d'attente dans le rêve. D'attente ou de pas en avant par rapport à ce qui va, la journée qui va suivre pour le corps. La pensée, dans son premier état, c'est une rêvée qui est mêlée de langage. De la langue acquise quand on était petit, elle se complique. Il reste dans ce cas-là une sorte d'attente. Alors elle peut être absolument, totalement euphorique, est une bénédiction la pensée. Il y a des penseurs comme Spinoza par exemple, ou comme prenez Archimède pour prendre une petite scène. Archimède dans Syracuse, tout nu, fou de joie, hurlant Eureka et se précipitant chez lui pour aller noter ce qu'il a trouvé. La pensée peut être trouvaille. Mais de même que le rêve permet le sommeil, peut-être qu'il y a dans la pensée quelque chose qui attend au point même de s'effondrer, de se défaire elle-même dans la cause qui l'a produite. Et c'est ça qui rend ce côté très mélancolique. Ça n'est toujours qu'un après-coup que ce que l'on peut écrire, que ce que l'on peut méditer. Et il a fallu forcément quelque chose de plus traumatique à la source. Est-ce aussi cela que vous entendez quand vous faites cette citation de Ferenczi, un bon penseur est un homme qui connut son cerveau en apnée? Pourquoi cette phrase, son cerveau en apnée? C'est une image incroyable. Un des plus, je ne sais pas, personne de nous ne le sait, moi ça m'a sauvé la vie, mais on ne sait pas très bien ce que c'est que la psychanalyse. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a un livre qui a été créé grâce à la psychanalyse et qui est un livre génial, qui s'appelle Thalassa de Ferenczi. Et alors, il faut être un peu plongeur pour savoir ce que c'est qu'un cerveau en apnée. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en effet, il faut une espèce de saturation, de blocage ou de difficulté. Je reviens à ce que je disais, il faut il ne faut pas, dans ce sens-là, comment dire, applaudir ceux qui pensent. C'est parce qu'ils ont connu des difficultés qu'ils pensent. Tant mieux, je préfère des gens qui pensent peut-être que... Je ne sais pas quoi dire d'ailleurs là-dessus. Parce que... Mais même je crois que les animaux pensent. La musique aussi a sa douleur, elle pense, elle la ressasse, elle la reproduit génialement, mais c'est quand même une marque d'apnée et d'impossibilité à respirer. Alors l'image de l'apnée, c'est quand même peut-être en effet, je comprends mieux maintenant votre question, parce que il faut me laisser le temps de me... On dit souvent que, ça c'est dans la philosophie, très fréquemment, que nous n'avons pas l'expérience de la mort, nous avons l'expérience du téléphone, mais pas de la mort. Disent des philosophes, et parce que l'expérience de la mort, faute qu'elle puisse être éprouvée dans la mort, est sans expérience. Je pense que c'est profondément inexact. Nous vivons, avant de respirer, j'arrive à l'apnée, nous vivons et dans un état de satiété, dans le ventre de nos mères, et nous vivons sans savoir d'ailleurs que nous allons connaître une métamorphose aussi redoutable que celle qui va nous faire passer à un monde que nous ignorons, à un soleil que nous ignorons, à un air que nous ignorons, et à une famille que nous ferions bien de redouter déjà. Moitié par expulsion violente et maternelle, moitié par une motricité propre, nous surgissons soudain dans l'air. Et là, c'est en effet l'apnée. Et c'est là où se produit ce qui est, à mon avis, la référence à toute expérience de la mort. C'est ce que Freud appelait Hilflosigkeit, mais enfin on peut prendre bien l'autre nom. Il faut bien sûr
Pour déclencher la pulmonation, le cri peut arriver, mais aussi nous pouvons ne pas crier et rester dans l'apnée et mourir. Il y a une expérience dans cette solitude extraordinaire, dans cette détresse originaire, si on peut traduire, il flosse cette absence de secours, nous mourrions si nous restions seuls, projetés sur la terre. Il y a dans cette expérience-là une référence, qui est une référence respiratoire, puisque tout à coup, si on passe l'épreuve, l'air fait une intrusion bouleversante dans le corps. À partir de cette respiration, nous dédoublons le rythme précédent. Nous qui avions eu une vie totalement cardiaque, à 2 temps cardiaques, qui fait le fond de la musique. C'est le premier monde qui fait le fond de la musique, c'est pas le second. Nous nous retrouvons avec 2 rythmes qui se chevauchent l'un l'autre. Et cette survivance à l'apnée et à cette mort connue, vous voyez pourquoi je dis qu'il y a une expérience de la mort. À cette mort connue, nous pouvons, alors pendant 18 mois, 2 ans, et c'est l'enfance, c'est la parlance de l'homme, ni animal, ni humain, et puis cette part de langage acquise hors de l'apnée se trouve mobilisée par l'acquisition de la langue. Mais c'est une aventure quand même assez effarante. Et ensuite vient quelque chose qui semble au moins aussi essentiel à la pensée dans ce que vous écrivez, c'est la lecture. Puisque vous montrez bien dans ce livre qu'il n'y a pas de pensée si elle n'est pas nourrie par la lecture. Ah, ça, c'est personnel. Oui. Oui. Est-ce que c'est vrai en général? En tout cas, pour vous, c'est le cas. Il n'y a pas de pensée hors du dialogue, par la lecture avec les pensées. Non, alors c'est plus compliqué, Ariane. Ça, c'est la phrase que vous dites là, il n'y a pas de pensée hors du dialogue. Ça, c'est la philosophie, c'est l'oralité. Il y a un très 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 beau texte d'un très grand penseur qui s'appelle Émile Benveniste. Juste avant qu'il perde la parole, un cas d'apnée terrible, parce que pendant 10 ans, il s'est retrouvé dans un hôpital, dans une chambre commune, un professeur du Collège de France. Il avait perdu donc le langage et il est resté là pendant 10 ans à penser à vide sans pouvoir s'exprimer avec personne. Et, bon, ça c'est pas l'apnée, mais ça me paraît effarant de douleur, vraiment. Le dernier texte qui a été écrit dans son cours au Collège de France, c'est en 1969, je crois. Et sur l'écriture. Et il dit, il y a dans l'écriture quelque chose qui vient ajouter et qui vient retraire. Il vient ajouter un vieux système d'images qui n'est pas possible, qui est partagé d'ailleurs avec le rêve, et qui sont toutes les lettres de la... Et il vient retraire. L'écriture objective, ce langage, ce milieu aérien d'une langue qui passe de signification et qui erre dans le dialogue, qui fait le fond de la langue. Le fond de la langue est parlé, et le fond de la langue est sur cette relation où se crée un je, un tu et un il. C'est selon Benveniste la définition de la langue. Et surgit avec l'écriture le contraire. Le dialogue est soudain effacé. La langue s'objective et quelque chose se met à parler au fond de l'âme à l'absence d'interlocuteur, dit-il. Et en effet, là, ça ouvre tout à fait le champ. Et c'est le propre de la littérature. De façon magnifique et plus que légitime, la philosophie, c'est toujours, comment dire, mobilisé sur le dialogue. Il faut voir les premiers philosophes, Socrate, Platon, qui a inventé ce genre absolument sublime du dialogue philosophique. Et tous les philosophes se sont créés, comment dire, aussitôt, c'est très curieux, des écoles de transmission, où, comme un apprentissage artisanal, ça allait d'une personne à l'autre, grâce aux moyens de la parole orale. Magnifique tradition qui se poursuit de nos jours dans les classes de philosophie. Il y a donc une autre tradition, qui elle précisément est sans dialogue.
Ce sans-dialogue, c'est la lecture. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un autre derrière? Bien sûr, nous sommes faits d'autres, mais l'altérité n'est pas celle de quelqu'un qui peut prendre la parole et très curieusement, lorsque nous lisons et que nous ouvrons ce monde étrange d'un livre, cette maison étrange d'un livre entre nos mains, nous sommes affectés passivement à quelque chose dont on sait auquel nous ne pourrons pas répondre. C'est Bref, c'est très très différent. Et là, en effet, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres formes de pensée. De même, il y a une autre forme de pensée qui est très très méconnue. Ça commence à venir un peu, par le biais des USA peut-être, qui est la méditation. L'Orient, le Japon ancien, l'Inde, la Chine ont beaucoup aimé la méditation. C'est le contraire. Là, c'est pas le cerveau plein. C'est le cerveau vide, c'est la pensée qui se défait complètement et on se laisse absorber par le paysage, par là où on est, on devient... Et là, les très grands penseurs, je crois, sont les animaux. Et ils éprouvent le lieu, ils deviennent le lieu. Un chat pense, lorsqu'il a fini de travailler, pendant toute l'aube à reconnaître fleur à fleur, pavé par pavé, mousse par mousse, tout le territoire, et qu'il se repose enfin dans un rayon de soleil, on voit que là, son corps prend une densité, il devient comme un sage bouddhiste, il devient le lieu. Ça, c'est la méditation, c'est très différent. Donc, il y a plusieurs formes de pensée. Mais la pensée par lecture, je n'en fais pas un destin pour autrui. Moi, ça m'a sauvé la vie, mais chacun fait comme il veut. Comme vous venez de le dire, moi, ça m'a sauvé la vie. Ce qui est frappant dans ce dernier royaume, c'est comme vous revenez... Oui, n'hésitez pas à répondre. Comme vous revenez à vous, il y a plusieurs épisodes que vous racontez, vous parlez de votre enfance plusieurs fois, de votre difficulté à parler enfant, vous parlez de différents épisodes de votre vie. Pourquoi vous avez voulu ainsi, dans le dernier royaume, vous placer comme ça, de mettre votre propre histoire parmi les histoires? Ah non, il n'y a pas que ça, hein. Je mets aussi des fictions dans le dernier royaume. En sorte que il faut bien que comme composaient les faiseurs de tapis sur l'Atlas, il faut bien que le brodeur se mette dans sa broderie un peu, il faut un petit peu que le témoin apparaisse dans le témoignage. Ça ne prouve rien d'ailleurs, ça n'authentifie rien, mais il est nécessaire qu'il y ait un peu de son sang dedans. Je vous explique quel est le genre que je me suis inventé, parce qu'il est très curieux. Il correspond, bien sûr, de cette manière, à ce qu'est la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il s'agit de laisser survenir quelque chose que l'on ne sait pas, spontanément, en se laissant aller à dire tout et n'importe quoi. C'est absolument impossible dans l'écriture. L'écriture est quelque chose de trop volontaire, on est trop maître de ce que l'on fait pour pouvoir prétendre être spontané. On se relie, on perfectionne les choses, on travaille. Donc je me suis inventé une règle un peu particulière qui est chaque chapitre, volontairement, chaque chapitre sera le plus différent possible de celui qui le précède, et dans son genre et dans sa nature. Il faut donc dans ce cas tous les genres, y compris un peu de vérité biographique. Il faut qu'on ne sache pas du tout ce qui va se produire dans le chapitre suivant. Cette contrainte-là, même si elle est très volontaire, aboutit quand même, par contraste baroque, à arriver à des... Je vous le promets pour chacun des tomes, à des endroits auxquels on ne pense pas du tout arriver. La contrainte d'être toujours très différent de chapitre en chapitre mène n'importe où aussi. Il y a là et là peut-être qu'un peu plus de choses sauvages ou inconscientes peuvent ressurgir. Voilà un peu Or, dans ce cas-là, ça veut dire que même le mensonge biographique, même la vérité, même tout peut y passer. Et comme vous le dites, je n'ai aucune résistance à laisser tout passer dans ce type d'écrit.
Et notamment votre enfance, parce que c'est quelque chose, c'est une période à laquelle vous revenez souvent. Dans un livre précédent, vous parliez de votre joie au Havre à faire du tricycle, alors que dans cette ville qui avait été dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi vous revenez comme ça toujours à ce lieu d'origine qui est le vôtre? Les Japonais ont une tripartition que je trouve très intéressante, qu'on devrait peut-être prendre dans tous les arts, ouais. Ils le font pour les mangas. Ils disent qu'il y a des mangas de guerre, qu'il y a des mangas de ruines et qu'il y a des mangas de reconstruction. Chacun d'entre nous vit à un moment du temps. Soit, malheureusement, il n'y a pas le choix. Soit c'est la guerre, soit c'est la paix, soit c'est la période intermédiaire. Il faut avouer, c'est pas la biographie, c'est pas l'autobiographie. Je pense que chacun d'entre nous peut reconnaître dans son, plus loin que son corps, bien plus loin que son corps et que sa petite chronique familiale, les conditions du milieu dans lesquelles il est arrivé. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs, en effet, je me suis rendu au Havre et que j'y ai vu des personnes qui avaient vécu la guerre. J'ai vu aussi certains de mes lecteurs qui n'avaient connu que la reconstruction. Lorsque vous, il faut dire que c'est une ville très particulière dans la mesure où non seulement la guerre, les bombardements anglo-américains avaient détruit toute la ville, complètement toute la ville, mais qu'elle a mis 7 à 8 à 9 années avant de pouvoir retrouver de l'argent pour pouvoir être reconstruite. Donc ça a été de très longues ruines. Alors donc, lorsqu'on commence sa vie dans une ruine, d'ailleurs, il y a, pardonnez-moi, le seul art qui ne m'intéresse pas, je suis sûr que c'est né de là, mais il faut avouer les vérités, c'est l'architecture. Lorsqu'on commence sa vie dans une ruine, l'idée même qu'il y ait des choses construites est quelque chose qui vous échappe. On est dans un sentiment, on n'a bien sûr pas de souffrance particulière, je n'ai pas subi ni la mort, ni une violence, ni rien. Mais on vit dans un milieu. C'est pas du deuil, c'est pas de l'orphelinage, mais c'est pas une ville. On vit dans quelque chose d'un peu étrange. Il manque quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de très étrange dans ceux qui font donc les mangas des ruines. Ceux qui ont vécu la guerre ont vécu quelque chose d'héroïque, ont vécu quelque chose de terrible. Ils n'ont pas ils ont vu détruire même des choses. Mais il n'y a aucune image de destruction ou de violence dans celui. Il y a une mélancolie particulière aux ruines. Et ceux qui vivent dans la reconstruction ou dans la paix ont une impression, comment dire, que tout est neuf et beau et bâti. Mais quand on me dit, quand je vois je salue avec respect, bien sûr, le maire du Havre et qui me dit, c'est bien de parler de ça à Nancy, qui est une ville complètement magnifique. Quand qu'on me dit Auguste Perret, regardez cette ville, patrimoine de l'humanité, non. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans une ville patrimoine de l'humanité. J'ai l'impression que le vent souffle encore et que je vais dans les baraquements. Voilà, je sais pas, je réponds mal à votre question, mais je pense que c'est vrai aussi des peintres, des musiciens. Je pense que les conditions historiques dans lesquelles on peut naître comptent beaucoup. Cette idée de naître dans les ruines a donné à beaucoup d'auteurs de votre génération et un peu plus anciens un devoir de reconstruction, un sentiment de devoir reconstruire quelque chose, notamment une forme de pensée après-guerre. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi cette expérience des ruines premières qui vous aurait donné envie, notamment dans le dernier royaume, de construire une forme de nouveau cheminement, de nouvelles formes de pensée littéraire ? Je ne pense pas du tout que je fasse quelque chose de l'ordre de la reconstruction. Quand on voit à quoi ont abouti les constructions et les grands systèmes, je pense que je peux m'honorer de ne pas en avoir produit. Donc je préfère laisser à l'état individuel, pauvre. Je serais plutôt du côté de Saint François d'Assise plutôt que de saint Thomas d'Aquin dans ce cas. Et de la Bruyère.
de La Bruyère pour cette forme fragmentée, La Bruyère sur qui vous avez écrit un livre et voilà, dont vous appréciez la forme fragmentée. C'est vrai que non, j'avais pas du tout pensé. Bien sûr, j'admire beaucoup parce que c'est un des seuls écrivains français d'ailleurs à avoir pensé la multitude de l'attaque. Il a pensé, si je ne veux pas être monotone, eh bien, il faut que je me détourne même des fragments de Pascal. Si je ne veux pas être monotone, comme pouvaient l'être les jansénistes ou d'autres magnifiques écrivains, mais il faut qu'à chaque fois renouveler l'attaque. Ça, c'est une vraie pensée de La Bruyère. Mais là, vous me faites penser à quelque chose, en effet, j'avais pas pensé. C'est qu'il n'y a pas beaucoup. Après l'incroyable désastre, pardonnez-moi de parler de ça, mais malheureusement, c'est ce que nous lisons dans le journal en ce moment. Alors, les guerres de religion insensées qui ont produit la littérature baroque, de Montaigne jusqu'à l'émiettement terrible, magnifique d'ailleurs, de La Rochefoucauld, mais en effet, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris au cœur de l'esthétique classique une conscience de cela, comme l'aurait pu le faire, comme l'a fait en effet La Bruyère, qui d'ailleurs a cherché une dizaine d'années une référence antique pour pouvoir oser produire ses propres fragments. Parce qu'il fallait une sorte de baptême qui puisse leur faire passer la douane, pour parler comme Freud. Mais il y a un musicien seulement que j'aime beaucoup, c'est Johann Jakob Froberger, qui lui a la guerre de 30 ans, qui le soubassement, le froid terrible de la littérature classique, lui il l'a pris dans la musique, il l'a pris. Et 100 ans plus tard, ça a permis, c'est lui qui a inventé la suite française, c'est Froberger qui a permis Bach. Ça, c'est vrai qu'il y a là quelque chose mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas en peinture ce qu'il y a. Si, il y a Callot quand même. Il y a quelques témoignages, mais c'est pas du Goya pour autant. Hein. Bon, on est parti, je ne sais pas pourquoi là-dessus. Oui, alors, vous posez une question et vous avez une réponse qui peut paraître assez amusante d'une certaine manière. Vous dites, faut-il admirer les penseurs? Non. Oui. Et pourtant, vous semblez les admirer quand vous en parlez. C'est mon côté petit penseur. Alors. Mais non, il ne faut pas admirer les penseurs. Il ne faut surtout pas admirer la subtilité de leurs pensées. Parce que ce qu'ils ont perdu, il leur faut le recouvrer. Donc ils sont sans arrêt à côté de leur perdu, mais ils l'ont perdu. Donc ils font tout pour rester auprès de lui, de plus en plus énigmatiquement, de plus en plus difficilement, de façon de plus en plus complexe. Ils feraient tout pour rendre leur pensée difficile, rien que pour rester aux côtés de leur impensable. Il y a donc quelque chose quelque chose qu'il faut admettre, et même peut-être un peu admirer leur existence, mais il ne faut pas les admirer eux. D'avoir besoin à ce point de rester auprès de ce qui les a fait souffrir. La carence au fond de la pensée totale d'homme, mais elle est au fond du rêve aussi. Est-ce qu'il faut admirer les rêves? Si quand on voit les tigres et les chats, on peut dire qu'il faut admirer les rêveurs. Je ne crois pas qu'on puisse te dire des penseurs. Il y a une figure qui revient aussi très souvent dans vos livres, je pense notamment à Boutès et à d'autres, c'est le plongeur de Paestum. Est-ce que à chaque fois que vous commencez un nouveau livre, vous pensez à ce plongeur-là? Ah là, c'est pas une sonnerie, c'est une belle sonnerie. C'est le musicien, là, c'est bien ça. On va l'écouter. Non. Non, je pense mes livres ont besoin d'images. Oui, j'ai besoin d'images pour me énigmatiques. Je reconnais. Mais qu'est-ce que j'aurais été? Je me demande toujours. On a découvert Lascaux. Faut dire la vérité, c'est une grotte qui date de 1940. Et il faut dire la vérité, c'est le plongeur de Paestum, il date de 1968. Mais qu'est-ce que j'aurais fait en 1939 alors? Sur ces deux images-là, je crois que j'aurais rien fait du tout. Parce que ce sont des images absolument subjugantes. Je ne sais pas si vous
êtes allé, moi je trouve que c'est une des plus belles peintures du monde. Si vous êtes allé à Paestum, dans la baie de Salerne, vous rentrez, vous descendez un étage, dans le sous-sol, vous voyez le revers du coffre du sarcophage du plongeur, et vous voyez, comment dire, tout à fait sur un fond blanc, cet homme qui n'est ni dans le ciel, ni sur le promontoire encore, la citadelle, on voit les pierres taillées, ni encore dans la mer à ses pieds, qui a son petit sexe minuscule, ses deux bras absolument tendus, qui fonce dans l'eau. J'avoue que là, j'ai beaucoup d'amis érudit, et je suis en désaccord formel avec l'idée qu'il s'agit de l'anodos de Dionysos. De toute façon, anodos en grec veut dire monter en l'air. Ce plongeur plonge, il ne monte pas beaucoup en l'air. Mais il n'y a pas de renaissance, je crois, dans ce plongeur. C'est une très très belle figure, très énigmatique figure. On n'en connaît pas le récit, et ça reste pour moi quelque chose que je trouve... Mais en fait, c'est parce que j'ai mélangé de mythes. Il y a cette image que je trouve tout à fait belle, et j'ai fait de Boutès. Boutès, c'est avant l'Odyssée. C'est l'aventure du navire Argo, les Argonautiques. Et Boutès, c'est celui qui, entendant les sirènes, je ne sais pas pourquoi il est si méconnu, il entend les sirènes, lui il saute, il plonge, il va vers le champ magnifique. Ça, c'est le sentiment océanique. Voilà, ça c'est un Boutès, c'est pour moi en effet une très belle figure. Il quitte le rang des rameurs, il quitte le rang des assassins, il fonce dans l'eau, il va chez les sirènes. Ça, je trouve ça très beau. Plutôt que d'être attaché, il faut dire quand même, Ulysse a quelque chose d'un pervers SM étrange. Se faire attacher les pieds, attacher les mains, c'est tout un dispositif de la jouissance très compliqué. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Je ne sais pas si les micros sont prévus. Oui. La s'échapper d'où? Un transfuge qui cherche à s'échapper vers le haut. Transfuge, ça me plaît beaucoup. Vers le haut, pourquoi vers le haut? Non. Si je plonge, non, vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Mais... Ah oui, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est vrai que je suis, comment dire... mais peut-être pour des raisons familiales, historiques aussi, mais profondément affrontalier, et que les choix nationaux sont des choses qui me sont absolument incompréhensibles. Je pense en effet qu'il faut savoir, vous savez, j'ai appris à lire auprès d'un homme que j'ai beaucoup aimé, qui venait du camp de Dachau. Je pense en effet qu'il faut savoir fuir à certains moments. Et j'aurais bien aimé que beaucoup aient fui alors. Y a-t-il une autre question? Ah, il y a monsieur. Monsieur. Mais oui, je réponds oui parce que c'est vrai. Mais je ne joue plus l'instrument à cordes, je n'y arrive plus, je me suis pourvu, je me suis doté d'instruments. Je dois vous dire que mes chats, qui sont des choses importantes dans ma vie, détestent la musique que je peux jouer. Ça les énerve au dernier degré. Donc je me suis acheté ces pianos avec lesquels on peut jouer avec des écouteurs. Ce sont des objets très profitables, et puis la nuit, c'est très bien. On peut aussi jouer en pleine nuit sans difficulté. Mais comme je l'ai décrit dans un roman qui s'appelait Villa Amalia, j'ai une pratique musicale qui est très scandaleuse. C'est que je crois que 98% de la musique qui a été composée ne m'intéresse pas, que je ne conserve vraiment que ce que j'aime, et je ne garde dans ce que j'aime que ce que je préfère.
Ce qui fait que les pièces sur lesquelles j'improvise sont très très brèves. Mais je vous promets qu'elles m'émeuvent beaucoup. C'est ma musique à moi, rétrécie. Vous avez évoqué les chats, dont il a pris. Je saurais mieux répondre ce que mes maîtres ont pu m'apprendre, comme Emmanuel Lévinas ou comme... Ils m'ont appris que c'est difficile à penser, mais qu'il y a une société de l'indomesticable. On n'a pas besoin de jouer l'apprivoisement. On n'a pas besoin de jouer la domestication. Mais on peut avoir une compagnie intense avec l'indomesticable. Ça, c'est les chats. Ça serait une très belle fin, ça. Oui, alors arrêtons-nous là, puisque de toute façon, il n'y a plus de questions. Oui, monsieur? Pardon. Au bout du compte, au bout de ce chemin qui n'est pas encore tracé, mais qui est plutôt derrière vous que devant, est-ce que vous serez tenté, comme Thomas d'Aquin, de tout laisser tomber et de mourir? Plus dur comme ça. Vous avez une façon de finir la soirée, mais que je comprends très bien. Un des mystères, mais ça c'est la vitalité, je ne sais pas. J'ai connu beaucoup de dépression nerveuse, donc je ne me souhaite pas en effet d'en avoir une encore. Mais je ne me le souhaite pas, mais c'est assez lamentable à dire, mais elles m'ont, comme les chats, les dépressions nerveuses m'ont beaucoup appris aussi. Il y a dans le fait de ressusciter quelque chose qui est un peu plus profond que la première vie qu'on menait avant la résurrection, si j'ose dire. Terminer en tout cas en tombant dans mon livre, la tête la première. Oui, je ne sais pas quoi vous répondre, monsieur. Je vous souhaite une mort paisible à moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.